Bon, les gars, vous le savez, le hussard est taquin. Donc si je vous dis qu'en cette semaine des droits des femmes, je vais vous parler de Pitié pour les femmes de Monterland, je pense que vous ne serez pas surpris. Hein? J'ai raison? Vous appréciez l'ironie de la situation? Vous riez déjà aux éclats? Eh ben alors lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous, félicitez mon audace dans les commentaires et puis on est parti. Hein. Ce livre, je voulais vous en parler depuis un petit moment. Déjà parce que Monterland est vraiment trop sous-estimé dans le game littéraire malgré des perfs incroyables teintés d'un manque de respect homérique. Non, je ne te respecte pas, non. Mais surtout parce que Pitié pour les femmes, c'est quand même une excellente red pill littéraire, puisque tout le bouquin tourne autour des rapports entre un homme bien vicelard et une nana ingénue, des secret agendas de chacun et des carabistouilles que l'on peut être prêt à faire endurer à des gens lorsqu'on est une personne bien toxique, comme probablement 85% de nos contemporains, à une époque où monnayer des photos de sa foufi lol sur internet n'est plus passible d'un marquage grosse gourgandine au fer rouge par un bourreau musculeux et surbooké d'ancien régime, mais bien d'un encouragement siglé Mon corps mon choix par Yann Barthès et sa clique de low IQ moralisateur. Donc, sans plus attendre, histoire d'honorer le sacro-saint progrès et de faire de vous, mes petits cavaliers, des hommes accomplis au fait des menaces qui pèsent sur ce bas monde farci d'aptères, on va parler de ce super livre trop méconnu, problématique. Alors en quoi ce petit opuscule d'apparence anodine cache en réalité la plus grosse nitroglycérine littéraire de tous les temps? Pourquoi ce texte va vous faire rire et vous mettre du baume au cœur, à vous qui enchaînez les défaites amoureuses dans un monde moderne et postmoderne qui planifie lentement le grand remplacement des conjoints par des robots vite baloches promus par Cyrus North? On va tester l'intelligence artificielle un petit peu et on va essayer de discuter avec elle. Mais enfin, ça va pas! Et que faut-il retenir de la vérité âpre, crue et presque sordide que Monterland nous dépeint avec une lucidité plus écrasante que le niveau de virginité des clampins qui font des dons aux succubes qui peuplent Twitch? Et bah tout ça et plein d'autres choses, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Souriez, vous venez de quitter le wokistan moderne pour entrer en zone libre sur la chaîne du Hussard, chaîne que vous pouvez d'ailleurs encourager sur Tipeee ou en passant en description pour faire quelques emplettes sur la librairie partenaire Agathos. Et puis une fois que vous aurez soufflé, voilà, soufflez comme ça, c'est bien, voilà. Et ben on est parti, allez zou. Bon alors Pitié pour les femmes, au-delà de son titre rigolo qui provoquerait sans doute des combustions spontanées dans le crew d'Alice Coffin et de Sandrine Rousseau si elle savait lire, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le deuxième volume, sur 4, d'une série commencée en 1936 par Monterland et qui s'intitule, dans son ensemble, Les jeunes filles. Donc déjà quand un romancier, c'est-à-dire un gars qui peut pas s'empêcher de coller des histoires de Trouffignac dans tous ses écrits, décide de faire une série sur les jeunes filles et leur vie sentimentale, tu sens que le sgeg du personnage principal, qui s'appelle Costals, il va faire quelques heures sup. Alors justement, parlons-en un peu. Qui est Costals? Eh bien c'est plutôt simple, c'est un auteur à succès dans le Paris des années 20 et 30, qui est en partie, mais en partie seulement, on va y revenir, un décalque de Monterland lui-même. Donc le mec est beau, riche, talentueux, certes, mais avant tout, on peut le dire, c'est un exécrable enfoiré. Le gonze passe son temps à enchaîner des histoires de quéquettes en faisant tourner ses maîtresses en bourrique, en leur soufflant le chaud et le froid et en les laissant sans nouvelles pendant des mois entiers, juste parce qu'il trouve que c'est mieux ou plus confortable ainsi. Bon, et partant de là, je pense que vous vous imaginez que ce livre, c'est l'histoire de Costals qui trouve enfin le grand amour, pas vrai? Eh bah, pas du tout. Pas du tout. Le gars va passer encore un cran dans la déglingue, vous allez voir. Pitié pour les femmes nous raconte la relation que Costals entretient avec une jeune fille assez particulière qui s'appelle Solange Dandillot. Elle, franchement, on peut pas dire que ce soit une intellectuelle. Non pas qu'elle soit stupide, mais elle n'est pas une admiratrice éperdue du style de Costals et de ses appuis dans le petit milieu littéraire. Ce n'est pas non plus une nature éruptive, colérique ou passionnée, et elle affiche face à la vie un tempérament plutôt pondéré, une sorte de réserve tranquille et de goût pour la routine qui rompt complètement avec les fanzous auxquels Costals s'est habitué. Et en plus, autre différence majeure avec les groupies habituels, Solange est une toute jeune femme encore vierge et non une admiratrice de 25 ou 30 ans, c'est-à-dire ce que Costals est le plus habitué à troncher dans les salons mondains farcis de vieille gloire à deux doigts du mur qu'il fréquente. Tu crois pas que tu les as fait assez souffrir? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Et bien sûr, toute cette nouveauté, lui, bah ça l'intrigue pas mal. Mais n'allez pas croire que le gars a décidé de se ranger et de se caser avec Solange, hein. Ah non. Lui, ce qu'il veut, c'est tirer son coup avec une petite jeunette. Le reste, c'est comme d'habitude. Donc, partant de là, le début du bouquin est marqué par la relation de Solange et Costals, qui se voient souvent chez Costals, mais n'ont pas encore consommé leur match Tinder de 1920, et, en parallèle, par les lettres d'une autre femme, André Haquebeau, qui a été la maîtresse de Costals, qui est en vue depuis des mois et qui s'obstine continuellement à lui écrire de nouvelles lettres dans lesquelles elle jure que c'est la dernière fois qu'elle le contacte, et où elle invente toutes les raisons possibles jusqu'aux plus marrantes pour justifier le vent qu'il lui met. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Ouais, la meuf est un gros simp digne des mecs de notre triste siècle, c'est absolument affligeant à constater. Bon, et rapidement, on s'aperçoit que Costals hésite sur ce qu'il convient de faire avec Solange. Il est partagé entre le mépris, le désir, la pitié, le désintérêt, et une espèce de crainte latente devant cette zoulette qui se démarque pas mal de ses anciennes conquêtes. Donc en gros, le type est complètement ambivalent et il ne sait pas très bien sur quel pied danser. D'un côté, il a juste envie de lui coller une sale cartouche avant de la ghoster comme l'énorme mufle qu'il est, et de l'autre, il est quand même plus épris qu'il ne voudrait le reconnaître devant cette jeune fille pure et droite, intelligente mais un peu naïve dont il pourrait littéralement faire ce qu'il veut.
Ça va mal tourner cette histoire. Nos deux tourtereaux toxiques se retrouvent donc à jouer au petit couple en enchaînant les occasions mondaines, les entrevues, les repas et même en présentant Costals aux parents de Solange, que Costals fait mine de respecter mais qu'il méprise souverainement pour plusieurs raisons, dont la première est quand même, vous noterez l'ironie de la situation, que ces bougres n'ont pas été capables d'empêcher leur fille de sortir avec un gonze aussi tordu. Tu veux dire que t'étais un peu une salope? Est-ce qu'on peut employer ce mot-là ou pas? Et petit à petit, à mesure que la relation de Costals et de Solange se développe, on commence à parler mariage. Alors là, c'est vraiment d'un humour noir et grinçant, mais en gros, Costals est quand même vaguement tenté par le projet. Mais comme le type est une giga-crotte morale digne du projet pénien de Brigitte Macron pour la reconstruction de Notre-Dame, il s'invente des excuses plus éclataxes et hilarantes les unes que les autres pour s'empêcher de commettre une telle erreur. Le plus drôle, à mon goût, c'est le moment où il s'imagine se marier avec Solange pour de vrai et ne plus l'aimer dans quelques années. Là, il se dit qu'il faudra demander le divorce, mais comme il sait par avance qu'elle n'aura rien fait de mal, qu'elle l'aura pas trompé ou qu'elle l'aura pas volé, il se doute qu'il prendrait tarif devant le juge. En conséquence, sa seule solution serait alors de supprimer sa moitié. Quoi? Répète? Oui, c'est radical au moins. Et là, vous vous dites que le type a déjà un grain, pas vrai? Eh bah, attendez la suite. Comme Costals travaille à ce moment-là sur une nouvelle qui raconte exactement cette histoire-là, il s'imagine déjà au procès face à un procureur agacé de la 3ème République pour qui la peine planchée d'un homicide est la guillotine, ce qu'elle devrait être dans tout monde normal d'ailleurs. Et il pressent qu'on utilisera ce texte comme indice contre lui. Alors, ni une ni deux, le gars rentre chez lui et, prudent, décide de détruire son manuscrit et d'annoncer à son éditeur qu'il renonce à la publication. Et tout le bouquin est comme ça. Costals est un énorme maboule plein de bassesse et d'égoïsme, monstrueux de cynisme et doté d'un psychisme plus toxique qu'une grenouille colombienne. C'est vraiment fascinant de suivre un tel starbé dans sa relation avec la nana la plus innocente du monde. Pour vous dire jusqu'où ça va, dans la deuxième moitié du roman, le père de Solange va mourir, et à cette occasion, Costals va récupérer toute sa correspondance, que le vieux lui lègue en espérant qu'il trouvera dedans 2 ou 3 bonnes idées pour ses prochains romans. Et devinez quoi, Costals prend le paquet, remercie, sort dans la rue et balance tout dans la première bouche des goûts venus. Et vous avez bien compris qu'avec un tel loustic, la petite Solange est dans de beaux draps. Et littéralement d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, les amourettes de lycéens qui se roulent des pelles sans dézipper la braguette, Costals ça commence à le saouler et il s'organise une petite soirée avec Solange dans sa garçonnière. Le but, je pense que vous l'avez tous compris, mais sachez que je peux pas le dire sur YouTube, El Famosa Plateforme, dont la patronne a reçu un trophée pour la liberté d'expression, mais où évoquer un roman du 18e siècle peut suffire à vous faire démonétiser. Les abonnés à de longue date savent de quoi je parle. Bref, je m'égare. Donc Solange est dans le plumard de Costals, qui s'apprête à lui limer le Troufignac dans le plus grand respect du patriarcat millénaire, quand soudain, André Agbo, l'ancienne maîtresse de notre Gus, débarque. Malaise. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Costals s'est amusé à répondre à une lettre sur 10 que la donzelle lui envoyait, jusqu'à la rendre suffisamment chèvre pour qu'elle se radine à Paname et tombe sur lui à l'instant fatidique. Et là, dans un déluge de muflerie, Costals va tailler André et la dézinguer façon bombardement au napalm dans la jungle laotienne, pendant que Solange, cachée derrière un paravent, entend tout et se garde bien d'intervenir. Et une fois André en pleurs, congédié et méprisé, Costals retourne auprès de Solange et il lui bricole le tic-tac à coups de bélier. Ouais, je sais plus quoi inventer comme métaphore. Avant de l'envoyer se rincer un coup dans la salle de bain. Voilà. Bon, alors je vais pas aller plus loin dans le résumé du sordide qui habite ce livre, ni même dans l'analyse psychiatrique de Solange, qui doit avoir un complexe du Messie doublé d'un syndrome de Stockholm pour se donner à un pélo pareil, mais en revanche, on va débriefer sur l'intérêt de ce bouquin parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Le premier truc que je dois vous mentionner, c'est quand même l'humour et la drôlerie permanente de ce livre. Alors oui, si vous êtes du genre cheveux bleus et humour inclusif featuring Paul Mirabel et les subventions du CNC... Même si entre vous et moi, je pense que le défilé Balenciaga était un peu surcoté, puisque des chaussures à 900 € pour ressembler à la voiture dans Transformers, c'est forcément un peu surcoté. Voilà, allez, la bise à tout le monde. Ce livre ne va pas vous décrocher le moindre sourire. Mais en revanche, si vous êtes une personne normale, c'est-à-dire dotée d'un humour minimal sur tous les sujets, même les plus délicats, vous allez adorer ce bouquin. Pitié pour les femmes, c'est un monument de muflerie, de bassesse et de carabistouille, porté tout entier par le personnage de Costals, un clampin plutôt enviable au premier abord, mais clairement minable et infect quand on s'avise de lire un peu ses pensées et d'analyser ses actes en profondeur. Et justement, parlons un peu de Costals et de Solange tant qu'on y est. Bon alors elle déjà, son blaze est révélateur de sa personnalité. Sol, ange, c'est-à-dire moitié air et moitié terre, c'est un personnage tout en nuances et contradictions, aussi intelligente que naïve, aussi belle qu'inconsciente de son charme, aussi amoureuse que prude. Franchement, rien qu'en termes de contradiction et de subtilité, la Zoulette est l'un des personnages les plus crédibles et les plus criants de vérité que vous pourrez trouver dans un roman. Et face à cette silhouette, vous avez l'énorme Costals, le dandy jouisseur en quête perpétuelle d'égoïsme et de mauvais coups, qui cherche avant tout son confort et son amusement, et se soucie vraiment très peu des conséquences de ses actes sur les gens qu'il rencontre. Et d'ailleurs, c'est assez jouissif de voir le contraste entre la psychologie tortueuse de notre écrivaillon du jour et les flatteries dont il fait régulièrement l'objet grâce ou à cause de son talent littéraire. Et quand on lit ce bouquin, on ne peut pas s'empêcher de dresser un parallèle entre la vie et l'attitude de Costals d'une part et la lourde biographie de Monterland d'autre part. Ça, c'est le truc que tout le monde lui a reproché en son temps, avoir dépeint sa propre personnalité dans ses romans et être le gonze le plus misogyne de toute l'histoire humaine. Alors ça, c'est assez frappant quand on songe que Costals et Monterland partagent quand même pas mal de points communs. Ce sont tous les deux des bourgeois, des auteurs à succès, des séducteurs, des intrigants mondains, des égoïstes assumés, des cyniques et même des amateurs de lettres incendiaires. Mais avant de sombrer
tomber dans un parallélisme trop prononcé, je tiens à vous rappeler une vérité toute bête, Monterland était largement homosexuel. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Ouais, homo, gay. Comme un phoque. Alors oui, ça ne l'a pas empêché de fréquenter aussi des femmes et même, selon toute vraisemblance, d'avoir quelques enfants cachés, mais chez Costals, en revanche, vous ne trouverez aucune trace d'attirance envers les messieurs. Donc, en définitive, Pitié pour les femmes, mieux vaut le prendre pour ce qu'il est. Un bon petit roman qui se moque des relations entre les hommes et les femmes, raille l'institution du mariage et se gausse des conventions sociales, plutôt que pour une crypto-autobiographie cachée. Parce que ce livre, ce qu'il vous apporte, c'est moins la connaissance de ce qu'était Monterland sur le plan personnel, que la connaissance de ce que ce Gus pensait des relations entre les hommes et les femmes. Et là, c'est vraiment le plus passionnant, parce que toutes les blagues, toutes les scénettes absurdes, tout le panache littéraire flamboyant de notre scribouillard du jour, ils sont au service d'un livre qui vous montre une chose toute simple et pourtant bien difficile à admettre, tout rapport de couple est un rapport de force. Alors ça ne veut pas dire que vous devez absolument être le pire des immondices avec votre partenaire, je vous le déconseille même fortement si vous ne voulez pas vous retrouver réduit à la seule compagnie de votre main droite, mais en revanche, ça veut dire que vous devez être conscient de vos forces, de vos faiblesses et de l'état d'esprit de votre moitié lorsque vous songez à votre relation. Et ouais les gars, vivre dans une sorte de conte de fées au masculin en pensant que l'autre sera bienveillant envers vous parce que vous, il ne vous viendrait pas en tête de la lui carré à l'envers, ce n'est pas forcément une bonne manière de réfléchir. Parce que de deux choses l'une, soit vous êtes gaga de quelqu'un qui est aussi gaga de vous, et alors dans ce cas tant mieux, mais attention au jour où ça va s'arrêter, soit vous êtes gaga de quelqu'un de beaucoup plus froid et calculateur que vous. Et alors dans ce cas, vous vous exposez quand même à de belles déconvenues. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Et à notre triste époque où le moindre cajot de thon pas frais peut accumuler 12 trilliards de likes sur les applis de rencontres, et où 40% des japonais n'ont toujours pas trempé le sushi à 35 berges, on a tendance à oublier un truc tout bête, la red pill, elle fonctionne dans les deux sens. Et ça, Monterland pourrait bien vous aider à le réaliser, parce que Pitié pour les femmes, c'est un bouquin qui vous rappelle, en substance, que les hommes aussi peuvent être des carabistouilleurs cyniques qui déploient des trésors de méchanceté pour leur simple divertissement. Et en particulier, si Costals a autant d'ascendant sur Solange, c'est plus parce qu'il est connu et riche, parce qu'il a un capital social élevé, comme dirait un sociologue cacaoté que vous connaissez bien, que vous connaissez bien, que parce qu'il est plus âgé. Et ça vous montre un truc tout simple. C'est celui qui est le moins bien installé dans la vie qui est toujours le plus en demande, et donc, in fine, le plus fragilisé. Alors les gars, comme je vous veux du bien, je vais vous aider à y remédier. Prenez ce lourd bouquin de Monterland, lisez-le, comprenez de quel carabistouille le monde est fait, et puis ensuite, travaillez sur vous, devenez des gens intéressants qu'on a envie de fréquenter, et tout ira mieux pour votre vie. Vous verrez, les femmes, ou les hommes, vous faites ce que vous voulez, que vous croiserez, vous sauront gré de ne pas être un aptère lambda barbotant dans la fange habituelle. En cette semaine pour les droits des femmes, c'est quand même un beau message d'espoir, non ? Cuisine! Si j'étais vous, je me dépêcherais d'aller chiner Pitié pour les femmes, parce qu'avec un tel titre, et à une époque aussi déraisonnable que la nôtre, on va se manger un comité de censure aux cheveux roses et un changement de titre digne des 10 petits flageolets, je vous le prédis déjà. Alors foncez choper ce livre, dès que vous aurez liké la vidéo, que vous vous serez abonné pour plus de lourds conseils de lecture et que vous serez passé sur les réseaux sociaux du Hussard, où c'est un plaisir de vous voir toujours plus nombreux. N'oubliez pas également le merveilleux Tipeee de votre serviteur et la librairie Agathos, qui vous fera 10% de ristourne si vous venez de ma part avec le code LEHUSSARD, en un seul mot. Voilà un bon moyen de développer vos personnalités tout en soutenant la chaîne, tout le monde est gagnant, c'est magnifique. Sur ce glorieux constat, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez rompez les gars.